Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et puis de faire tous les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes le soir, nous avons pris 21 minutes pour nous consacrer à un peu d'exercice et ses suites, et il est temps de passer à ce qui fait tout le sel de la vie, littéralement, la bouffe. Je préviens, ça va être un épisode un petit peu particulier car certains items ici sont plus des cases à cocher tout au long de la journée que des items à proprement parler et n'ont donc pas de temps attribué. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au sujet des vitamines et des compléments dans l'épisode 5, vous savez que vous n'avez normalement besoin de rien sauf carence établie par un médecin. Et que carence il peut y avoir si vous ne faites pas gaffe à votre alimentation. Ou si vous avez plein d'autres trucs dont Fantine m'a fourni la liste, allant des règles abondantes au fait de boire beaucoup trop de thé. Donc en cas de fatigue importante, il faut consulter. Si vous allez bien, il faut juste faire attention à votre alimentation. Mais va falloir parce que votre cerveau, et puis votre corps en général, ont besoin de carburant, et d'un carburant qui soit correct sur le long cours. Depuis qu'on a tous vu les pubs manger 5 fruits et légumes par jour, on sait que c'est une partie importante de l'alimentation, mais ça n'aide pas toujours. Du coup, je me suis dit que c'était bien de faire un point sur ça. Déjà, c'est quoi un fruit? Est-ce qu'une cerise, ça compte? Est-ce que si je mange 5 pastèques et 5 petits pois, ça compte pareil? Et la patate dans tout ça? Déjà, plus que 5 fruits et légumes, il faut entendre 5 portions. Une portion va être à environ une centaine de grammes, même si elle est composée de plusieurs ingrédients. Un bol de soupe, c'est une portion. Une pomme, c'est une portion. Une poignée de ce qui tient dans une poignée, des tomates cerises, des fraises, ce que vous voulez, c'est une portion. À noter qu'un verre de jus de fruits, en revanche, ça ne compte pas à cause de la pauvreté en fibres. Et je vous parle même pas de ce que vous buvez après l'avoir passé dans un éventuel extracteur de jus. Buvez de l'eau sucrée à ce stade, c'est pareil. Oui, Casasnova se fout vraiment de votre gueule si vous aviez un doute. Mais un smoothie où les fibres sont conservées, ça peut. Oubliez aussi les yaourts aux fruits, enfin en tout cas pour cet aspect-là, la portion dedans est trop petite pour compter vraiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout des fibres, me direz-vous? Eh bien sachez que les fibres, certes, ce n'est pas digéré par le corps à proprement parler, mais c'est important quand même. Pour le transit, certes, ça on le sait tous, mais pour l'étudiant qui a faim facilement aussi. Les fibres ralentissent l'assimilation des sucres, évitant d'avoir faim à nouveau trop vite. Elles augmentent la sensation de satiété pendant le repas et continuent à réguler l'appétit après. C'est donc bien si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez éviter d'avoir tout le temps la dalle. Je vais parler du frais ensuite, mais si vous manquez vraiment de temps, ne vous flagellez pas. Oui, c'est mieux les légumes frais. Mais en vrai, si c'est en boîte ou surgelé, c'est déjà très bien. Oui, souvent, la texture ressemble plus à rien. Et c'est vrai que, personnellement, au goût, je préfère. Et si vous êtes déjà un peu fâché avec les légumes, ça peut faire la différence. Mais en termes d'apport, et préservation de vos nerfs à éplucher 3 sacs d'épinards frais pour remplir un seul bol, les légumes surgelés ou en conserve se défendent parfaitement bien. Les techniques de surgélation ou de conservation ont beaucoup progressé et la teneur en nutriments est au minimum correcte, au mieux très bonne. La vérité, c'est que tout ça est extrêmement difficile à comparer. Ça dépend de la période de la récolte, du temps de transport, du mode de conservation, bref, c'est impossible à trancher. Le seul vrai souci peut être la teneur en sel de certaines conserves, mais vous pouvez simplement rincer vos légumes et ça passera aussi bien. Enfin, question budget, il faut noter que les différences de prix entre les légumes de saison et ceux qui voyagent peuvent être assez conséquentes. Donc ça vaut le coup d'adapter vos recettes au fil des mois pour ne pas crever votre budget. Mais ça, on va en reparler quand on va passer en cuisine. Deuxième carte. Ce n'est plus un secret pour personne, manger trop de viande est à l'origine de problèmes de santé, en particulier dans la sphère cardiovasculaire. Les recommandations actuelles s'étalent en moyenne autour d'un plafond fixé à 500 grammes par semaine, mais il faut bien comprendre que cela ne dit pas grand-chose sur la qualité des protéines récupérées. Il vaut mieux en manger moins, mais de meilleure qualité quand on a un petit budget. Si vraiment une assiette sans viande vous déprime,
Privilégiez la volaille ou les morceaux maigres des autres viandes. En langage clair, ça veut dire mollo sur le sauciflard. Si cela est possible pour vous, au niveau du budget, il est meilleur pour votre santé de remplacer la viande par le poisson en alternant ceux dits maigres et ceux dits gras. Si vous vous sentez l'âme d'un végétarien, sachez que malgré les idées reçues, ce régime ne présente pas plus de risques pour la santé que les autres tant qu'il est équilibré. En revanche, il peut nécessiter un petit temps d'adaptation comme pour chaque régime. Donc peut-être que commencer ça au beau milieu de votre thèse, c'est pas le meilleur plan. Je vous renvoie à l'épisode 5 où on en a déjà parlé un peu. Avec les œufs, les légumineuses et les produits laitiers comme principaux apports de protéines, c'est de surcroît un régime particulièrement économique quand on est un thésard fauché. Pour ma part, lors de mes années étudiantes, j'étais majoritairement végétarienne, pour raisons économiques, et les portions de viande et de poisson ne devaient pas occuper plus de 2 repas chaque semaine, éventuellement 3 si j'étais de sortie, sur les 21 que compte une semaine. 14 si vous ne prenez pas de petit déjeuner et 42 si vous êtes un hobbit. Et non, vous n'allez pas bouffer que du tofu avec ça, rassurez-vous. Moi-même qui ne peux pas manger de soja pour raison de santé, j'alterne entre les lentilles, les haricots et les pois chiches, qui, entre les falafels et le houmous, ont beaucoup apporté à l'humanité. Alors si vous voulez vous lancer, je vous laisse les ressources cuisine de Sohan en note. Je vous rassure, il n'est pas question de tout couper. Déjà parce que c'est impossible, des sucres au sens large, il y en a dans tout ou presque. Non, ici, on va parler de couper l'excès de sucre, qui est un truc très répandu dans une société où on peut acheter un paquet familial de M&M's et le manger rien qu'à soi sans être arrêté. Cela peut être particulièrement compliqué, car le thésard a tendance à être stressé, et le sucre fait partie des aliments doudous, comme on a pu le voir dans l'épisode 3. Du coup, pourquoi s'infliger ça? Déjà parce que, comme le savent tous les diabétiques, l'apport brutal de sucre dérégule la glycémie et l'insuline lorsqu'on en prend trop vite et ou en trop grande quantité. Et cette dérégulation, même chez les non-diabétiques, a plein d'impacts pas cool. Parce que la meilleure preuve qu'on a que Dieu n'existe pas ou est un gros sadique, c'est que tout ce qui est bon est mauvais pour votre santé. Blague à part, cette dérégulation est connue pour perturber la manière dont le corps stocke les graisses. Oui, vous pouvez manger trop de sucre et vous mettre à surstocker la moindre goutte de graisse à cause de ça. Le monde est terriblement injuste. Le cycle de l'appétit et de la satiété. Donc en plus, vous risquez d'avoir plus faim et de manger plus. Vous le sentez le cercle vicieux là? Et avoir des effets sur le cœur et le cerveau si derrière vous passez en hypoglycémie. Avec notamment des nausées, des palpitations et un cerveau aussi efficace qu'un pot de confiture pour éponger un dégât des eaux. Alors on parle là de la légère hypoglycémie, c'est-à-dire la méga grosse fringale qui vous fait voir des étincelles. Si vous êtes en vrai de vrai hypoglycémie, soit vous avez rien mangé et vous êtes dans les vapes, soit vous êtes diabétique et vous êtes aux urgences. Alors, essayez d'y aller mollo. Pensez que c'est un petit peu comme pour l'alcool. Le premier verre va peut-être vous détendre, le second va vous faire plaisir, mais il faut veiller à ce que ça ne vienne pas un engrenage. C'est une super idée de passer une soirée entière à mater Mon voisin Totoro avec un grand bol de popcorn au caramel. Mais si vous y venez tous les jours, statistiquement, vous allez être malade. Et c'est sans doute le signe que quelque chose d'autre ne va pas. Quelque chose de beaucoup plus préoccupant que la composition du Milka. Enfin, à titre purement personnel, il m'arrivait étant étudiante, et il m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, de m'imposer des cures sans sucre. Sans sucre ajouté, comprenez, on le sait qu'il y a des sucres partout. Simplement pour retrouver le vrai goût des aliments. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de couper complètement le sucre pendant 3 semaines et de manger des framboises. Vous allez kiffer. On appelle céréales complètes des céréales qui sont non raffinées et présentent donc encore leur enveloppe et leurs germes. Très fréquentes autrefois, tombées en désuétude ensuite, elles sont à nouveau assez faciles à trouver un peu partout, qu'il s'agisse du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet, enfin bref, vous avez saisi. Elles sont en général un poil plus chères, mais ça varie énormément d'une marque à l'autre, et d'une enseigne à l'autre, et d'un format à l'autre. Alors, quel intérêt? Eh bien, toujours dans l'optique d'éviter les carences, et donc la cascade de cerveau et organismes tout flagada que ça génère, les céréales complètes comportent par définition des éléments qui sont absents des céréales raffinées, puisqu'ils ont non été enlevés.
Le taux varie évidemment d'une céréale à l'autre, mais les céréales complètes sont principalement intéressantes pour leur apport en vitamines B et E, en fibres, en toute logique, ainsi qu'en fer, sélénium, potassium et magnésium. Et les compléments alimentaires de ces trucs-là, en cas de carence, eux aussi sont chers. Donc tant qu'à faire. À noter aussi, les céréales complètes ont un indice glycémique plus faible, ce qui veut dire que les sucres qu'elles contiennent sont assimilés plus lentement par l'organisme, aidant à la régulation de l'appétit et, globalement, à ne pas avoir la dalle à 15 h alors qu'on a mangé à midi. L'écart n'est pas monstrueux non plus, et les études sur le sujet sont encore assez mitigées. Donc si c'est un item qui vous branche pas spécialement ou que ça vous complique la vie, vous pouvez le passer. Il est également à noter que si vous avez déjà des problèmes d'intestin paresseux, non, ce n'est pas une banale constipation ou quoi, c'est un vrai trouble. Et si vous en êtes atteint, vous le savez déjà. Ce conseil n'est absolument pas fait pour vous. Puisque les sucres des céréales complètes sont moins facilement disponibles, elles sont plus longues et complexes à digérer. Et les personnes fragiles sur ce versant-là doivent au contraire les éviter. Une fois que vous avez empaqueté tout ça, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors, je sais, lorsqu'on est fatigué, comme les thésards peuvent l'être, cuisiner, c'est pas toujours évident. Mais croyez-moi, c'est un service que vous vous rendez, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est l'argent. En bon étudiant fauché que vous êtes, il faut savoir que cuisiner vous économise pas mal d'argent sur un mois par rapport aux plats préparés ou pire, aux livraisons à domicile. Mais attention, cela varie beaucoup selon le type de plat. Il y a un petit tableau détaillé dans cette étude que je vous mets en description. Si vous achetez du frais et que vous avez peur que ça s'abîme et de devoir jeter, n'hésitez pas à faire plusieurs repas d'un coup. Lorsque je cuisinais le soir, je faisais une portion assez grande pour le dîner, le bento du lendemain midi, ou le tupperware, ou la lunchbox, comme vous voulez, et un repas d'avance pour un soir où je serais vraiment trop crevé. Bien entendu, cet avantage de prix ne fonctionne que si on ne tient pas compte du coût du temps. Donc pour un étudiant fauché, ça reste très avantageux. Pour un étudiant qui a en plus un boulot à côté, ça peut être plus discutable. Si les plats préparés arrivent à un coût presque aussi avantageux, vous vous doutez bien qu'il y a une raison. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'encourage la cuisine maison, la qualité des aliments. Non, parce que quitte à augmenter vos proportions de légumes, à réduire la viande, à couper le sucre ajouté, ce serait bien quand même de récupérer les bienfaits nutritionnels qui vont avec. Il serait étonnant pour personne de s'entendre rappeler qu'il ne se passe pas une année sans que les associations de consommateurs pointent les abus en matière de sel, de sucre ou d'eau. Oui, quand vous payez cher un plat de poisson et que le deuxième ingrédient c'est de l'eau, ça s'appelle un abus. Quand c'est pas des cas de fraude ou de scandale sanitaire. Pour votre santé, le plus que vous pouvez, et j'insiste que vous pouvez, si ça vous épuise alors que vous êtes déjà au bout du rouleau, faire sauter votre poêlée de légumes Picard, c'est déjà du super taf. Faites votre bouffe vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer des heures en cuisine, une demi-heure par jour en moyenne. Et c'est une moyenne, hein, vraiment. Suffit largement. Sinon, vous pouvez suivre ma technique qui consiste à lancer un plat qui mijote 5 heures et retourner bosser, surtout si vous vivez dans un studio et que votre casserole elle est jamais à plus de 3 mètres de vous. Car enfin, et ce sera ma troisième raison, mais c'est celle que je préfère, faire la cuisine, ça rend heureux. Et c'est pas juste moi qui fais 3 jours entiers de cuisine au moment de Noël qui dit ça, hein. En vrai, ça aide, mais vous n'avez pas besoin d'être givré comme moi pour que ça marche, hein. Lorsqu'on fait cuisiner des gens qui n'en avaient pas forcément l'habitude, on observe qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils apprécient plus leur vie en général, et surtout, plus les gens cuisinent, plus c'est une activité qu'ils apprécient et qui leur procure du plaisir au lieu d'être une putain de corvée. Et qui a envie d'une corvée de moins dans sa vie ? Si tout cela vous parle, si vous sentez que vous en avez besoin, si vous vous dites que franchement la manière dont vous mangez aujourd'hui ne rend pas service à votre corps, n'est pas adaptée à votre état de santé, mais que vous ne savez pas par quel bout attraper tout ça, bref, si cet épisode réveille en vous l'idée que vous avez vraiment besoin d'aide sur ce plan-là, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin et à consulter un professionnel. Et un professionnel dans ce domaine, c'est soit un médecin nutritionniste, soit un diététicien, et c'est à peu près tout. Et comme je sais que je m'adresse avant tout à des étudiants, à savoir les gens qui sont clairement parmi ceux qui peuvent le moins se payer une consultation par remboursée par la Sécu, il est temps pour moi de vous rappeler que cet épisode est réalisé en collaboration avec Sohan. Sohan était autrefois naturopathe, et puis un peu comme Serge Brett-Morel a voulu faire avec l'astrologie, ce sont des gens qui ont cherché à faire le ménage dans leur discipline
en gardant que ce qui était fondé et basé sur les preuves. Et ils ont tout cassé. Moi j'aime bien les gens comme ça. Maintenant, Sohan a un vrai diplôme reconnu qui donne le droit d'exercer comme vrai professionnel de santé suite à une vraie formation en diététique avec de la vraie science et des vraies études dedans et tout. Et propose un concept dont je suis fan, les consultations suspendues. Le principe c'est que, un peu comme dans un bar où vous pouvez payer 2 fois le prix de votre café pour que le barman en serve un plus tard et gratuitement à quelqu'un dans le besoin, ici, il y a un système qui permet de payer 2 fois une consultation de façon à ce que quelqu'un qui en a besoin mais qui ne peut pas la payer puisse en profiter aussi. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous avez besoin d'aide dans ce domaine, mais que c'est vraiment la dèche, sachez que la chaîne, c'est nous, finance 2 consultations suspendues dont vous pouvez profiter en écrivant à Sohan pour prendre rendez-vous et en mentionnant le code BANANAPHYLACTIQUE. Wow! Je sais pas trop comment je me démerde avec cette série pour financer mes collaborations au lieu d'avoir des sponsors NordVPN comme tout le monde. Mais bon, c'est ainsi, donc profitez-en, c'est cadeau. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a encore bien avancé dans notre soirée. Tous les liens des études et des ressources sont disponibles en description, ainsi que la chaîne de Sohan. N'hésitez pas à jeter un œil pour avoir plus de détails sur les parties qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et prenez soin de vous.